Bonsoir, bienvenue dans le journal de TV78. Nous sommes le mercredi 15 janvier. Voici les titres de cette édition. Nouvelle journée d'action au 42e jour de la grève contre la réforme des retraites. Des mobilisations se sont tenues tout au long de la journée dans le département, touchant plusieurs professions. À Voisin-le-Bretonneux, ces derniers jours, la librairie Lettres Voisines va fermer ses portes à la fin janvier, faute de repreneurs. 17 ans d'existence avec à sa tête une gérante, Christine Sauvage, son portrait à suivre. Et puis notre page dédiée aux élections municipales à Trappes, il est en lice pour un 4e mandat. Le maire sortant d'Hiver Gauche, Guy Malandin, est candidat. L'élu a reçu l'appui du parti présidentiel de la République En Marche. Et dans ce journal, on recevra également l'AFEV 78, une association par laquelle s'engagent des étudiants de l'université Versailles-Saint-Quentin. À la veille d'un nouveau défilé interprofessionnel à Paris contre la réforme des retraites, une journée de mobilisation dans les Yvelines. Plusieurs actions ont été menées en différents endroits du département. Tout d'abord, très tôt ce matin à Bois d'Arcy, vous le voyez sur ces images, dès 4 heures, la plateforme industrielle du courrier a été bloquée par les facteurs et cheminots. Ce site du groupe La Poste s'occupe du traitement des lettres dans les Yvelines, mais aussi les Hauts-de-Seine et l'Eure-et-Loire. La distribution a donc été fortement impactée aujourd'hui. À Rambouillet, un cortège s'est tenu à partir de 14 h au départ de la caserne des pompiers. La manifestation qui a réuni près de 200 personnes a fait le tour des services publics de la ville. Rambouillet, où les professeurs du lycée Louis Bascan ont prévu d'occuper ce soir leur établissement pour la nuit, a signalé également un rassemblement d'enseignants cet après-midi au rectorat de Versailles. Demain, des actions sont également prévues devant le siège de CMRA, filiale d'Air France à Élancourt, sur le parvis des mairies de Vélizy et de Meulan avant le départ pour Paris pour assister au défilé parisien. Demain, jeudi, le réseau des transports sera par ailleurs une nouvelle fois perturbé. Vos conditions de circulation à retrouver sur les différents sites RATP, Transilien et également Skibus. Pour la 4e année consécutive, Yvelines et Hauts-de-Seine ont célébré la nouvelle année ensemble. Cérémonie des vœux à la scène musicale de Boulogne-Billancourt ce mardi 14 janvier. Dans leur discours, les présidents Pierre Bédier et Patrick Devedjian ont loué la décentralisation. Très critique, en revanche, sur le modèle de métropole du Grand Paris. Ils ont insisté sur les bienfaits de la fusion voulue entre les deux départements. Patrick Devedjian a annoncé le lancement d'une concertation à partir du mois de février sur le modèle des assises de la ruralité qui se sont déroulées dans les Yvelines. Écoutez ses explications au micro de Nicolas Dandry. Elle va permettre de répondre à des tas de questions, d'entendre aussi les suggestions, d'entendre aussi les critiques, naturellement. Elle sera sous forme d'Internet en particulier, avec un site dédié et un dialogue continu. Il vaut mieux qu'on soit dans ce système de concertation, parce que, bien entendu, nous sommes tellement convaincus du bienfait de cette fusion que nous sommes tout à fait disposés à en discuter avec nos concitoyens. Le ministre Lecornu, qui est chargé du dossier, nous a clairement dit qu'il reprendrait politiquement ce dossier après les élections municipales. On est en train d'avancer techniquement et tout montre, me semble-t-il, et les propos qu'on a tenus ce soir viennent conforter ce sentiment, c'est qu'il y a un intérêt non seulement pour nos deux départements et leurs habitants, mais il y a un intérêt pour la métropole du Grand Paris. Les habitants des deux départements pourront s'exprimer autour de 6 thèmes. Cette plateforme citoyenne sera accessible à partir du 6 février. On prend à présent la direction de Saint-Germain-en-Laye. La cérémonie de vœux de la commune s'est déroulée samedi dernier au gymnase des Lavandières. À cette occasion, le maire d'Hiver Droite, Arnaud Péricard, a souhaité à la population une année 2020 placée sous le signe de l'optimisme au niveau national et local. Élu depuis 2017, il a également insisté sur la générosité entre les habitants et la confiance entre concitoyens. Première invitée avec moi sur ce plateau, Solène Dubois, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la déléguée territoriale de l'AFEV 78. L'AFEV, c'est l'association de la Fondation étudiante pour la ville. Elle intervient dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville grâce à des étudiants engagés. Quels sont les objectifs de l'association ? Alors, on a un double objectif. D'abord, un objectif de promotion de l'engagement chez les jeunes. Le projet de l'AFEV, c'est de favoriser l'engagement parmi les jeunes, faire en sorte que les étudiants s'engagent dans les quartiers populaires et de tisser du lien en fait entre l'université et les quartiers. Et donc du coup, on propose en fait des espaces d'engagement aux jeunes qui vont monter des projets solidaires dans les quartiers populaires. Donc l'autre objectif, le double objectif, c'est donc de lutter contre les inégalités et de lutter contre la relégation des quartiers populaires. Voilà.
Là, vous parlez d'engagement des étudiants. Ce sont en l'occurrence là des étudiants de l'université Versailles Saint-Quentin en Yvelines, pas que, ou c'est principalement ces étudiants? Alors principalement des étudiants effectivement de l'université de Versailles Saint-Quentin en Yvelines. Donc effectivement c'est l'université, l'université de Versailles Saint-Quentin en Yvelines est la plus grosse, l'université des Yvelines. Donc on a développé nos actions autour en fait de l'université et aujourd'hui les étudiants de l'université de Versailles Saint-Quentin en Yvelines principalement s'engagent dans l'agglomération de Saint-Quentin, donc principalement à Trappes, la Verrière et Lancourt. Et ce sont combien d'étudiants aujourd'hui qui sont engagés? Alors dans les Yvelines, on a 68 engagés actuellement. Donc chaque année, en fait, on a environ 70 à 80 étudiants qui s'engagent à la FEV. On a tendance à dire que le bénévolat connaît une crise aujourd'hui. Est-ce que les associations telles que la vôtre trouvent facilement des étudiants? Est-ce que les étudiants s'engagent assez facilement dans ces causes solidaires? Alors moi je dirais que oui, la jeunesse s'engage assez facilement. Après il faut aller la chercher. Donc la FEV est présente sur les campus, mène des actions en fait ce que je disais tout à l'heure, de promotion de l'engagement. Alors sur les campus, mais pas seulement. On va à la rencontre des jeunes pour échanger, les sensibiliser à la lutte contre les inégalités. Voilà, donc ça demande énormément de temps, d'investissement et du temps salarié en fait pour aller chercher les jeunes. Mais à partir du moment où on a engagé, on va dire la conversation et que, beaucoup sont prêts finalement à nous laisser leurs coordonnées, à venir en réunion d'information et puis ensuite à s'engager du coup dans les actions qu'on propose. Et les actions développées justement, alors il y a de l'accompagnement des jeunes en difficulté scolaire, ça se fait de manière aussi bien individuelle que collective. Alors oui, on a deux axes. Un axe individuel, donc les étudiants accompagnent 2 heures par semaine des enfants ou des adolescents. Donc l'objectif c'est de tisser une relation entre deux jeunes qui ne se seraient pas forcément rencontrés dans un autre contexte. Et on a un axe aussi collectif avec plusieurs ateliers dans les établissements scolaires où nos engagés vont monter dans les collèges des ateliers qui vont viser à éveiller la citoyenneté chez les jeunes ou remobiliser aussi, mais là du coup plutôt en s'appuyant sur des petits collectifs. Et on a des ateliers aussi en école primaire. À la Verrière, par exemple, on a un atelier de médiation par le jeu. Donc on vise aussi des enfants qui sont en fragilité dans leur parcours éducatif. Et à Trappes, on vise des enfants qui ont des fragilités dans l'expression en langue française. Et on utilise aussi le jeu, des supports ludiques pour les faire parler et s'exprimer plus facilement en français. Voilà pour les actions. Dernière chose, est-ce que vous êtes à la recherche de bénévoles, de jeunes peut-être, pour des missions de service civique aujourd'hui? Oui, alors pour les missions de service civique, notre équipe est au complet pour cette année. Par contre, on recherche encore des bénévoles, même si aujourd'hui, en fait, tous les enfants qui nous ont été orientés sont accompagnés. On n'est qu'au mois de janvier, donc on aura encore certainement des enfants à accompagner. Donc du coup, j'invite toutes celles et tous ceux qui le souhaitent à nous rejoindre. Voilà. Le site affiché pour plus d'informations. Merci Solène Dubois, déléguée territoriale de la FEV 78. Merci à vous. Cette nouvelle devrait ravir les nouveaux parents des Clés-sous-Bois. Une crèche privée a été officiellement inaugurée ce mardi en face de la piscine Salvador Allende. Ouverte depuis septembre, la structure de 250 mètres carrés permet d'accueillir 28 enfants, dont 20 places sont réservées aux enfants de la commune. Les petits âgés de 10 semaines jusqu'à 4 ans sont pris en charge par 8 personnes. On écoute les différentes réactions collectées au micro de Michael Elmidoro. Ce lieu-là, avant, était un ancien centre médical qui malheureusement a fermé, comme beaucoup des centres médicaux. Et nous avons souhaité absolument pour ce quartier, qui est un quartier important pour nous, un quartier vivant, avoir une solution de rechange. C'est notre 21e structure au sein du département, donc nous avons déjà les liens forts avec le département. C'est notre première crèche aux Clés-sous-Bois, mais nous avons eu une collaboration exemplaire avec la mairie et donc aujourd'hui on a la chance vraiment d'être dans une collaboration parfaite et un partenariat qu'on espère durer très longtemps. Une fermeture cette fois-ci avec cette mauvaise nouvelle pour les lecteurs de Voisins le Bretonneux. La librairie Lettres Voisines va baisser le rideau faute de repreneur. Un commerce ouvert depuis 2003 avec une gérante à sa tête, Christine Sauvage. Son portrait signé par Manon Varaldo.
Derrière le comptoir de la librairie Lettres Voisines, située à Voisins-le-Bretonneux et ouverte en mai 2003, se trouve Christine Sauvage, sa gérante. Elle réside dans la ville nouvelle depuis 1977. Ça m'a permis quand même des contacts avec un lectorat très diversifié. Aussi bien des jeunes, des scolaires, des tout petits, et puis des adultes et des gens aussi très, très bons lecteurs, très pointus dans leurs demandes. Au fond de la boutique Le Coin des Enfants, chère à la libraire fan d'albums jeunesse. Les enfants peuvent regarder, alors je me bats pour qu'aucun livre ne soit par terre, parce qu'un livre c'est précieux. Initialement en kiné, Christine Sauvage décide de s'orienter vers des études de lettres. Elle a travaillé pendant 10 ans au pavé du Canal et du Grand Plaisir. Elle est devenue enseignante dans un DUT métier du livre. Elle apprenait la constitution d'une librairie et la comptabilité d'un commerce. En fait, pour expliquer les choses à mes étudiants, c'était de créer moi-même ma librairie dans un endroit où il n'y avait pratiquement pas de librairie. Et moi, mon objectif, c'était de faire cette librairie de proximité. Christine Sauvage est passionnée, elle a fait déplacer de nombreux auteurs. Elle se souvient notamment de Jumelle, âgée de 8 ans, venue voir l'auteur Pef dans sa librairie. Et récemment, j'ai une de ces jeunes filles, maintenant, qui est arrivée avec son papa. Elle venait de se marier. Et elle me dit, vous avez toujours des livres de Pef? Ah, je dis oui, bien sûr. À son tour, cette jeune femme ne pourra pas venir chercher un exemplaire pour son enfant. Suite à des embûches, Lettres Voisines va fermer. Les difficultés sont venues d'une part de nos fournisseurs, quand même, il faut le dire. J'ai vu au cours des années mes remises diminuer parce que je n'avais pas un volume suffisant d'achat. On a des charges qui sont assez importantes par rapport à notre marge brute. Les gens qui s'engagent dans la librairie savent qu'ils n'auront pas des salaires mirobolants. Mais de là à se retrouver vraiment trop juste, et ça a été un des plus gros problèmes qui a été vu par nos repreneurs en fait. Les représentants diminuent, la concurrence de la vente en ligne progresse. La libraire déplore les charges minimes pour les grands groupes. Même avec notre syndicat des libraires de France, on n'a pas la force, l'impact nécessaire pour faire face à ce genre de concurrents. Voilà, Stenbeck. Parmi les 11 000 ouvrages dans la librairie des cartons, le déménagement est proche. C'est le cœur lourd qu'un chapitre se termine pour Christine Sauvage. Je regrette vraiment pour Voisins que cette librairie ferme parce que pendant longtemps on a cru que ça allait continuer et que d'autres prennent le relais. La librairie Lettres Voisines fermera le 31 janvier à moins qu'un repreneur se signale. Depuis 1986, la ville de Jouy-en-Josas possède la maison de Jeanne et Léon Blum. La commune l'a transformée en musée. Une fois par mois, des visites théâtralisées sont organisées. Le reportage de Mathilde Demy. Merci Emilienne, heureusement que vous êtes là. Ça c'est sûr. Rien n'a changé dans la maison de Jeanne et Léon Blum, à part les locataires. C'est l'atelier de théâtre Josas qui a pris possession des lieux pour refaire vivre l'endroit. L'ancien président du Conseil du Front Populaire et sa femme qui a œuvré pour l'éducation reprennent vie à Jouy-en-Josas. On a essayé d'être le plus précis possible dans les tenues vestimentaires, dans les accessoires. On s'est appuyé sur des petites choses qu'on a appris, par exemple le fait que Jeanne Blum était très mauvaise cuisinière. Des petites choses comme ça de sa vie qui nous ont permis de rendre beaucoup plus vivante la visite. Léon Blum vivra seulement 5 ans dans cette maison. Quant à Jeanne, elle restera 32 ans après la mort de son mari. Jeanne et Léon sont représentés par 5 comédiens à des âges différents dans les pièces de la maison. C'est vraiment une expérience très plaisante de se mettre dans la peau d'un grand homme et d'un grand humaniste comme lui. Parfois c'est même presque exaltant. Puis surtout comme on a eu la chance de le jouer au moins une vingtaine de fois, on a eu vraiment le temps de faire ce travail de bien rentrer dans le personnage. Une visite qui emballe les spectateurs et les replonge quelques années auparavant quand la maison n'était pas encore un musée. Je connaissais donc la maison Léon Blum quand elle était encore habitée par Jeanne Blum. Je travaillais dans une boucherie qu'il y avait au Mai et Madame Blum était cliente. Donc je suis venu, puis on avait sympathisé et elle m'a fait visiter toute la maison avant que ça devienne un musée. J'ai beaucoup aimé cette visite théâtralisée parce qu'en fait ça rend la visite beaucoup plus vivante. On n'est pas dans un musée où on lit en fait des pancartes. La troupe Atelier de théâtre du Josas se produit tous les premiers samedis du mois. 2 visites théâtralisées sont organisées aux 4 rue Léon Blum à Jouy-en-Josas.
Et le film Je ne rêve que de vous, réalisé par Laurent Heyman, retrace la vie du couple Jeanne et Léon Blum. Il sera projeté le 28 janvier à 20h à Jouy-en-Josas en présence de l'équipe du long métrage. Avant de parler des élections municipales, un mot de sport. Le comité des Yvelines de badminton organisait une animation bad au féminin. C'était samedi dernier au Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines. Une trentaine de personnes étaient présentes. Au programme de cet après-midi, du fitminton, mélange de fitness et de déplacement de badminton en musique. Les propos sont recueillis par Mathilde Demy. On essaye de s'adresser essentiellement au public féminin parce qu'on a un petit déficit dans ce type de public et voilà, on voudrait essayer de faire en sorte qu'il y ait plus d'adhérentes féminines au badminton. On voulait essayer aussi en même temps de faire découvrir la pratique du badminton, en fait, de faire découvrir d'autres pratiques parce que le badminton évolue, notamment essentiellement pour les filles, mais aussi pour les garçons, du coup qui sont des activités de fitminton et de zumbad, donc qui associent un peu le fitness ou la zumba donc à des mouvements de badminton, puisque dans le badminton il y a beaucoup de déplacements, de pas chassés, de sauts, de choses comme ça. À la fin de ce journal avec la partie dédiée aux élections municipales. D'abord, un mot du scrutin à Versailles. La liste Ensemble Vivons Versailles a été officialisée jeudi dernier, portée par Anne-France Simon, cadre dans la finance. Elle n'a pas encore reçu l'investiture officielle de La République En Marche, malgré le soutien du député LREM Didier Bécher. La Commission nationale d'investiture qui pourrait soutenir le maire sortant François Demazière, ce dernier ayant écarté François-Xavier Bellamy, aujourd'hui député européen LR. Côté proposition, Anne-France Simon a déjà annoncé vouloir installer une maison de l'emploi et des métiers à la place de l'ancienne poste centrale. Guy Malandin, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous êtes le maire sortant d'Hiver Gauche de Trappes, élu depuis 2001 dans la ville. Vous serez candidat pour un 4e mandat aux élections municipales. Premier tour, je le rappelle, le 15 mars prochain. On précise que vous avez 82 ans. Pourquoi être candidat pour un nouveau mandat ? D'abord, l'âge ne compte pas. Ce qui compte, à mon avis, c'est à la fois l'expérience et puis le dévouement au service des habitants. Et donc, on va laisser la date de naissance de côté. Pour l'instant, ça va très bien. Donc, c'est l'engagement qui compte avant tout. Alors, moi, je suis candidat avec un certain nombre de mes amis, d'autres sont partis, peu importe, c'est pas ça l'objet. Parce qu'il y a d'abord Trappes, et chacun le sait, en tout cas les habitants de Trappes le savent, ils acceptent ou ils n'acceptent pas, c'est ma passion. Voilà, je suis tous les jours, pendant de nombreuses heures au service des habitants, parce que il y a dans cette ville des éléments qu'on ne trouve pas ailleurs, qui sont des éléments de fraternité, de rencontre, d'écoute, de connaissance. Voilà, toutes les semaines, je vais au marché, bonjour, comment ça va ? Si j'y vais pas, on dit non, vous n'êtes pas venu, qu'est-ce qui s'est passé ? Bref, un système de relations humaines qui ne change pas les choix politiques, on y viendra peut-être tout à l'heure, mais qui est pour moi quelque chose de fondamental. On n'est pas élu à Trappes, vu la population qui est exceptionnelle, je le dis, contrairement à ce qu'on raconte un peu partout, n'importe quoi, mérite simplement que les élus soient humainement attachés à un travail ensemble, à une promotion de la ville et à lui continuer à lui construire l'avenir qu'on essaie de bâtir avec les habitants, quelquefois avec difficulté, mais quelquefois aussi avec beaucoup de plaisir, de ténacité et de réussite. Et vous précisiez il y a un an, au moment de l'annonce de votre candidature, que voilà, si vous êtes réélu, vous n'irez pas forcément au bout de ce mandat. Est-ce que c'est toujours vrai aujourd'hui ? Si vous êtes réélu, vous ne ferez pas forcément les 6 ans de mandat ? On verra. Je dis souvent, personne ne sait ce qui se passera demain, tant que je serai en forme physique, intellectuelle, et qu'un certain nombre de chantiers ne seront pas terminés, je ne veux pas mettre du temps parce que j'en sais rien, je serai présent dans ma fonction. Alors pour cette candidature, vous avez reçu le soutien du parti présidentiel de La République En Marche. Est-ce que ça veut dire que votre liste portera cette couleur ? Vous allez, au contraire, garder votre indépendance, celle d'un homme de gauche ? Vous êtes un ancien socialiste. J'explique pourquoi. Notre députée, Nadia Hay, est à La République En Marche, mais c'est aussi, je ne veux pas l'ennuyer avec ses propos, mais c'est aussi quelqu'un de Trappes, ses parents habitent toujours Trappes, etc., etc. Et avec un certain nombre de ses
un certain nombre de ministres, ils ont analysé ce qu'on faisait. Alors, quelqu'un dira, c'est prétentieux et tout. Non, c'est une réalité. Ils sont venus, ils ont analysé ce qu'on faisait et ils ont pensé que soutenir l'action éducative, l'action sociale, l'action sportive, l'action culturelle, le développement urbain, la rénovation urbaine qui a été faite en une étape et qui va recommencer maintenant, bref, que toute cette dynamique-là méritait un soutien et convenait, je le dis tout clair, et convenait bien à la députée. Donc je suis... Donc, toujours une sensibilité à gauche, en tout cas. Voilà, moi je n'ai pas changé mes opinions. Je suis entré en politique à gauche et j'ai travaillé pendant des années, je continue d'ailleurs à le faire avec Jean-Pierre Chevènement, etc. Je n'ai pas changé d'avis, je n'ai pas changé d'orientation, nos choix restent les mêmes, mais il se fait que de temps en temps, ce mouvement politique a soutenu quelques maires de gauche pour ce qu'ils faisaient. Et donc, voilà, j'ai hérité de ce soutien. Voilà, alors, pas de nom de liste encore arrêté. Est-ce que le contenu, en tout cas de la liste, est totalement arrêté? Est-ce que les membres sont totalement connus? Elle est au complet, cette liste? La plupart des membres sont des gens connus, oui, dont certains vont étonner d'autres, si je puis dire. On a constitué notre équipe, moitié ancien, moitié nouveau, si je puis dire. Il faut savoir renouveler avec des personnalités qui sont dans l'esprit que je disais tout à l'heure. On est engagé pour les habitants, pour la ville. Et comme je l'ai mis dans ma lettre d'intention, nous sommes, il n'y a pas de nom de liste, mais nous sommes la gauche qui fait. Mais la gauche qui partira tout de même divisée à Trappes avec cette candidature de votre adjoint au sport à l'Irabet, est-ce qu'il n'y a pas un risque d'alternance, justement? Ça ne m'intéresse pas. Et ça ne fait pas partie de mes comportements politiques. Mais nous, je dis toujours, il y a la gauche qui fait, on peut prouver ce qu'on a fait. Et puis il y a la gauche qui cause et qui promet. Si les gens croient aux promesses, c'est leur affaire. Vous êtes à la tête de la municipalité, je le disais tout à l'heure, depuis 2001. Quel bilan vous dressez sur cette dernière mandature, celle qui s'est déroulée de 2014 à 2020? Oui, deux éléments essentiels. On ne va pas faire un répertoire ou une liste à la Prévert, comme on dit, simplement. Pour moi, l'équipe a obtenu deux éléments positifs. Alors, je répète toujours, chacun a son jugement. Quand on n'a rien fait, c'est facile de juger les autres. C'est d'abord la poussée éducative avec notre projet éducatif de territoire. On vient d'être nommé avec le label Cité éducative. Il y a des progrès scolaires, culturels, etc. Et ça met tous les acteurs de manière transversale. Bien sûr. Le passage de notre école de musique en conservatoire, ça veut dire que les diplômes des personnes dans cette école, dans ce conservatoire maintenant, ont une valeur nationale. Et puis enfin, pour terminer et ne pas être trop long là-dessus, et enfin le démarrage des travaux sur la Nationale 10, le mur que vous avez dit, plus au mois d'avril, on met en place, enfin quand je dis on, c'est les services et les entreprises nationales de l'équipement, on met en place le pont provisoire qui va remplacer le pont Cachin. Ça veut dire que ce projet dont on parle depuis des dizaines d'années, ça y est, il est parti. 20 ans de boulot. On va voir l'aboutissement dans les prochaines années. C'est parti, officiellement parti. Et après, on fait le rond-point RD 912 National 10. Autre enjeu, la rénovation urbaine, vous en parliez. Est-ce que ça va se poursuivre? Il y a eu, la ville a profondément changé. On a terminé le premier projet, 350 millions d'euros d'investissement, plus une transformation de la ville. Enfin, on peut ne pas être d'accord, mais on ne peut pas dire que la ville n'a pas changé. Et puis là, nous sommes en train de terminer les négociations avec l'Agence nationale de rénovation urbaine pour le deuxième contrat de rénovation urbaine qui sera beaucoup moins important que le premier. Un thème qui revient constamment à Trappes, c'est la sécurité, notamment la question de la radicalisation avec des dizaines de départs vers la Syrie. Est-ce qu'un maire a les moyens, est-ce qu'il a le devoir d'agir, est-ce qu'il a les moyens d'agir face à ce phénomène? Alors, deux réponses là-dessus. Oui, nous avons vécu un moment douloureux, intensif, et qui s'est stoppé.
Et nous avons mis en place avec les services compétents de l'État, etc. Ça ne se fait pas. Oui, un maire ne peut pas regarder ça sans bouger. Nous avons mis en place différents outils, le mot convient peut-être pas, enfin, différents éléments de travail pour arrêter ces départs vers la violence, la misère et l'inhumanité. Et là, nous sommes... moi, je donne les renseignements qu'on me donne. Voilà. Nous sommes là maintenant revenus en situation paisible par rapport à la radicalisation à outrance qu'on a connue à un moment. Dernière chose, est-ce que vous avez des rendez-vous de campagne, des rendez-vous prévus avec la population, les trappistes, dans les prochaines semaines? Toute une série de réunions à partir du 15 février, oui, voilà. Du 15 février. Merci Guy Malandin. Je rappelle que vous êtes le maire d'Hiver Gauche sortant de Trappes, également vice-président de l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, et vous serez candidat pour un 4e mandat dans la commune. Se sont officiellement déclarés aussi pour le scrutin Othman Nasrou, qui est conseiller municipal d'opposition et qui mènera la liste Engagement Trappes Citoyen, et l'adjoint au maire Ali Rabet à la tête de la liste Pour que Trappes respire. Et puis un autre maire sortant candidat, Raphaël Cognet, briguera un second mandat à Mantes-la-Jolie. L'élu Les Républicains, qui avait pris la suite de Michel Vialet en 2017, est devenu député, conduira la liste Mantes-Unis. 3 axes pour son programme: un traitement équitable des quartiers, le logement et aussi la modération fiscale. Face à lui, pour le moment, Marc Jamet, candidat du Parti communiste. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, ne manquez pas le 7-8 Société. Comment lutter contre les fake news? C'est la question qui est posée ce soir. Belle soirée sur TV78.